On va décortiquer aujourd'hui une histoire assez fascinante, celle d'une survie nationale. C'est l'histoire de comment une nation, qui était vraiment au bord du gouffre, a réussi à forger un tout nouveau chemin vers, on peut le dire, vers la victoire. Alors, pour bien comprendre, il faut se replonger dans le contexte. Imaginez un peu, on est en 2015. Le Moyen-Orient, à ce moment-là, c'est une véritable poudrière. Partout, des guerres civiles, des révolutions qui déchirent les pays. Et au milieu de tout ce chaos, il y a l'Égypte qui se retrouve quasiment seule, complètement isolée. La pression, il faut se l'imaginer, était absolument immense. L'Égypte était littéralement encerclée. Ses alliances historiques, elles s'effondraient les unes après les autres. Toute la région était en train d'imploser. Du coup, la question qui se posait était simple, mais vitale. Comment est-ce qu'un pays, dans une situation pareille, peut ne serait-ce qu'espérer survivre? Et c'est là vraiment que tout bascule. Imaginez une réunion secrète, quelque part dans le désert, une réunion à très très haut risque. C'est là que l'avenir de l'Égypte tout entier allait se décider. Et de cette réunion est sorti quelque chose de concret, un document, un véritable manifeste pour la survie, qu'on a appelé l'équilibre stratégique. C'était ni plus ni moins qu'une refonte totale de la politique étrangère du pays, avec une seule boussole, un seul guide, l'intérêt national égyptien. Point final. Bon, alors entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment est-ce que cette stratégie s'articule concrètement? On va la décomposer pour que ce soit bien clair en 5 piliers, 5 principes fondamentaux. Alors, les voici, ces 5 piliers qui forment la base de cette nouvelle doctrine. On a la sacralité de l'État, l'économie de paix, l'idée de créer de nouveaux horizons, l'équilibre stratégique et enfin le principe anti-hégémonique. On va voir tout ça en détail. Le premier pilier, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système, la sacralité de l'État. L'idée, c'est une conviction absolue que l'État-nation, c'est la seule entité légitime. Du coup, la règle qui en découle est très simple. On soutient les armées nationales, que ce soit en Libye, au Soudan, peu importe, et à l'inverse, on rejette en bloc les milices. Il n'y a qu'une seule et unique exception à cette règle, c'est la résistance palestinienne, considérée comme faisant face à une occupation directe. Passons au deuxième pilier, l'économie de paix. Ici, le principe, c'est que la politique est au service de l'économie. L'objectif, c'est de tisser une toile de liens commerciaux tellement dense, tellement solide, avec les partenaires qu'ils ne peuvent tout simplement pas se permettre de laisser le pays s'effondrer. C'est vraiment un changement de paradigme. On passe de l'idéologie aux intérêts concrets et partagés. Troisième pilier, l'ingénierie de nouveaux horizons. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Quand les alliances traditionnelles, que ce soit avec l'Occident ou dans le monde arabe, ne fonctionnaient plus, eh bien l'Égypte ne s'est pas lamentée. Elle en a créé de nouvelles. C'est comme ça qu'est né, par exemple, le Forum du gaz de la Méditerranée orientale. C'est aussi pour ça qu'elle s'est rapprochée du groupe de Visegrad en Europe. Une manière de forcer la main, de s'imposer à nouveau sur la scène mondiale. On arrive maintenant au quatrième pilier, et c'est peut-être le plus subtil de tous, l'équilibre stratégique. C'est vraiment l'art de l'équilibriste, de marcher sur une corde raide. Le but, c'est de refuser de choisir un camp, de refuser d'appartenir à un seul bloc, dans ce monde de plus en plus polarisé entre l'Est et l'Ouest. Et attention, ce n'est pas de la neutralité passive, bien au contraire, c'est une politique très active. Concrètement, ça veut dire que l'Égypte cultive des relations solides avec les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, en même temps. Cet équilibre, c'est une sorte de passeport universel qui lui ouvre toutes les portes. Et surtout, ça lui permet de ne pas avoir à payer les factures des conflits entre ces grandes puissances. Et ça la positionne comme un médiateur clé quasi indispensable. Et enfin, le cinquième et dernier pilier, l'anti-hégémonie. La philosophie derrière est très claire, c'est le partenariat, pas la propriété. On aide les voisins à se stabiliser, oui, mais sans jamais avoir d'ambition coloniale. Le cas de la Libye est un exemple parfait. L'Égypte a protégé l'Est du pays pendant 10 ans, mais a-t-elle essayé d'annexer un bout de territoire, de mettre la main sur le pétrole? Jamais. Alors la grande question, c'est est-ce que ça a marché? Après 10 ans de ce jeu de patience et de discipline, quels sont les résultats? Eh bien, oui, on peut parler d'une victoire, mais une victoire d'un genre tout à fait particulier. Une victoire sans guerre, remportée non pas sur le champ de bataille, mais sur le terrain de la diplomatie. Un des résultats les plus concrets, c'est la politique du zéro crise, tasfir al-azamat en arabe, ce qui veut dire en gros remettre les compteurs à zéro. L'idée, c'était de régler activement les conflits avec des pays qui étaient devenus des rivaux, comme la Turquie ou le Qatar. Et l'effet a été saisissant. Pendant la crise de Gaza, par exemple, les Américains et les Israéliens ont eu la surprise de leur vie en trouvant face à eux un front diplomatique uni. La vieille tactique du diviser pour mieux régner ne fonctionnait plus. Cette stratégie a aussi consisté à reconstruire des liens vitaux avec le reste de l'Afrique, son bouclier sud.
L'Égypte a retrouvé sa place comme une voix incontournable du continent, que ce soit à l'ONU ou dans des groupes comme les BRICS. Elle s'est repositionnée comme un défenseur des intérêts africains sur la scène mondiale. Et voilà le résultat final. Après avoir traversé des vagues de terrorisme et des tentatives d'asphyxie économique, l'Égypte a émergé comme le seul véritable pilier de stabilité dans toute la région. Elle est devenue ce centre diplomatique dont personne ne peut se passer. Qu'il s'agisse de Gaza, du Soudan ou de la Libye, le Caire est devenu un passage obligé. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut tirer de toute cette histoire? On peut essayer de résumer cette doctrine en quelques règles. Des sortes de leçons sur l'art de gouverner qui pourraient, qui sait, servir à d'autres pays. Il y a 3 leçons, 3 règles d'or à retenir. Règle numéro 1, protéger l'armée. C'est la colonne vertébrale de l'État. Sans elle, c'est la porte ouverte aux milices. Règle numéro 2, diversifier ses alliances. Ne jamais, jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et dépendre d'une seule superpuissance. Il faut toujours avoir une porte ouverte vers Moscou ou Pékin. Et règle numéro 3, l'intégration économique. Créer des liens commerciaux avec vos voisins. Le profit partagé, c'est le traité le plus solide qui soit. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un coup de chance. Comme le dit cette phrase, la survie, ce n'est pas de la chance. C'est le résultat d'une planification, de beaucoup de patience et d'une certaine idée de l'honneur. Et ça nous laisse avec une question assez forte pour finir. Dans notre monde actuel, qui semble devenir de plus en plus chaotique, de plus en plus fracturé, est-ce que cette approche égyptienne ne serait pas finalement un manuel de survie pour toute nation qui cherche à naviguer au milieu de la tempête ?